Nous arrivons sur les 2 derniers temps de nos 8e assises. Premier temps avec la ministre qui nous fait l'honneur d'être là. Et puis le 2e temps avec les élèves du collège Camille Guérin à Saint-Maur-le-Grand. Saint-Méan-le-Grand, pardon, ça y est. J'étais sûr que j'allais faire une boulette, pardon. Qui nous feront, et vous le savez, c'est une tradition maintenant, un spectacle pour clôturer nos 8e assises. Madame Taubira, ministre de la Justice, garde des Sceaux, je vous invite à rejoindre le pupitre. Merci. C'est un vrai plaisir de prendre la parole après la déclaration d'amour que vient de vous faire Emmanuel Berco. Une déclaration d'amour méritée. Alors, je vais quand même saluer, respecter le protocole juste parce que c'est une règle très agréable en plus. Monsieur le Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, Monsieur le Vice-président, Madame le Préfet, Monsieur le représentant du Premier président de la Cour d'appel de Rennes, Monsieur le représentant de la procureure générale près la Cour d'appel de Rennes, Monsieur le président du tribunal de grande instance de Rennes, Monsieur le procureur de la République près... vous ne saviez pas qu'il y avait tout ce monde-là? Madame la défenseure des enfants, Madame la directrice du journal de l'Action sociale, organisatrice des Assises nationales de la protection de l'enfance, Monsieur le directeur général de l'Audace, Monsieur le délégué général de l'Audace, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs les directeurs de service, je crois que j'ai fait le plus difficile. Je suis heureuse d'être là. J'ai oublié qui? Oui, mais maintenant je vais vous parler. En tout cas, je disais que je suis heureuse d'être là. Je suis vraiment heureuse d'être là, d'être venue jusqu'à vous, une fois de plus. L'an dernier, nous étions ensemble à Lille. D'être venue jusqu'à vous pour avoir le privilège de vous parler, justement. De vous parler. Je sais que dans la salle, vous êtes de tous les métiers qui interviennent auprès des enfants. Donc évidemment, des éducateurs, évidemment, des thérapeutes, des psychologues, évidemment, des avocats aussi, des travailleurs sociaux, des greffiers, des magistrats, il y en a, oui, aussi. Plein de bénévoles, oui, plein de bénévoles. Il y a vous, c'est tout, il y a vous. Et je suis avec vous cette année encore pour vous dire que je sais quels efforts vous déployez tous les jours et on ne vous le dit pas assez. Et merci de l'avoir dit avec ces mots-là, Emmanuel. On ne vous le dit pas assez, mais nous savons quels efforts vous déployez tous les jours pour assurer la protection de l'enfance et même pas seulement la protection de l'enfance, mais en réalité, quotidiennement, minute après minute, la protection des enfants. Et que vous additionnez vos efforts pour assurer la protection des enfants. Et il est important qu'en qualité de garde des Sceaux, ministre de la Justice, je vienne rappeler, et merci de me formuler l'invitation chaque année, je vienne rappeler la part que la justice prend dans ce champ large de la protection des enfants, parce qu'évidemment, spontanément, on pense directement aux conseils départementaux, aux anciens conseils généraux, d'autant que, aussi bien les lois de décentralisation de 86 et 89 que la loi du 5 mars 2007, toutes ces lois ont fixé le rôle des conseils généraux puis départementaux dans la protection des enfants et en particulier la loi de 2007, elle a bien clairement séparé la responsabilité des conseils généraux départementaux dans la protection des enfants et a prétendu confier exclusivement à la protection judiciaire de la jeunesse la prise en charge de l'enfance délinquante. Or, l'expérience que nous avons, c'est que les enfants en danger sont souvent des enfants qui commettent des actes de délinquance et inversement que des enfants qui commettent des actes de délinquance sont des enfants
en danger et qui appellent une protection. Et en tout état de cause, l'approche que vous avez dans la prise en charge de ces enfants, c'est une approche qui consiste à prendre en charge l'enfant dans sa totalité, dans sa globalité, dans son intégralité et son intégrité. Et donc, vous le recevez en tant que tel et qu'on ne peut pas le découper comme ça avec cette part qui peut l'exposer et cette part d'acte qu'il a pu commettre. En tout état de cause, la justice est extrêmement présente, ne serait-ce que parce que 88% des placements qui sont mis en œuvre par les conseils départementaux émanent d'une décision de justice, c'est une décision du juge des enfants, et que dans les mesures de milieu ouvert, 70% d'entre elles, de celles qui sont mises en œuvre, le sont dans le cadre judiciaire. Donc la justice est extrêmement présente. Et le juge des enfants reçoit donc à la fois les enfants qui sont en danger et les enfants qui sont auteurs d'actes délictueux. Il a donc une connaissance fine de ces enfants dans la totalité de leur parcours, dans la globalité, la complexité de leur personnalité. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans le très beau film d'Emmanuel Berco, La tête haute. On voit bien ce parcours chaotique de ce gamin qui est en danger, oui, parce qu'à 6 ans, il est abandonné dans le bureau de la juge des enfants par sa maman, une maman extrêmement complexe, chaotique elle-même aussi, mais terriblement attachante, qui nous rappelle l'importance d'inclure les parents aussi, y compris avec leurs manquements, y compris avec leurs défaillances. Il nous faut inclure les parents dans la prise en charge. Donc ce très beau film montre ce parcours chaotique et rappelle que ça n'est pas simple et qu'il nous faut accepter la complexité. Alors, je vous le dis à vous, ça n'a même pas de sens de vous le dire à vous, mais je le dis pour que la société l'entende, parce que vous savez qu'il faut accepter la complexité. Vous êtes confrontés constamment à la complexité. J'avais beaucoup aimé, il y a plusieurs années, un film de Ken Loach, que Emmanuel connaît probablement, qui s'appelle Sweet 16, qui est un très beau film et qui montre le couperet de l'âge pénal dans le parcours d'un enfant qui est dans une relation très complexe aussi avec sa maman, une relation d'affection, d'amour, de protection vis-à-vis de sa maman, une maman qui a des insuffisances. Et cet adolescent est en train de grandir dans ces conditions-là. En tout cas, cette complexité-là, vous la connaissez, vous y êtes confrontés tous les jours et vous apportez des réponses à ces complexités. Et nous, au niveau des institutions, nous devons au moins en faire autant. Conserver en tête que nous sommes plusieurs professionnels, plusieurs institutions à intervenir auprès des enfants et avoir en tête, donc avoir constamment à l'esprit que nous sommes plusieurs à pouvoir et même à devoir nous parler concernant cet enfant-là. Et c'est cette démarche que nous avons engagée, en tout cas qui était engagée avant nous, parce que vous, les professionnels, vous la mettez en œuvre au quotidien, parce que vous avez bien compris qu'une des conditions d'efficacité de votre travail, c'est bien de parler aux autres qui interviennent auprès des enfants. C'est bien d'essayer d'agir avec les autres. C'est bien d'articuler vos actions avec celles des autres adultes auprès des enfants. Donc ça, vous l'avez compris, mais très souvent, évidemment, vous êtes confrontés à des cloisons législatives, à des disparités de compétences, à des tempos, à des rythmes différents. Vous êtes confrontés à ça, ça consomme beaucoup d'énergie, ça prend du temps alors que le temps est rarement un allié dans le cas de la prise en charge de ces jeunes. En tout cas, nous avons besoin de temps et le temps va si vite qu'il est rarement un allié. Donc cela, vous le faites tous les jours. Nous devons améliorer le cadre législatif, institutionnel, réglementaire et pratique qui doit faciliter ce travail transversal que vous effectuez. C'est pour ça que dans le cadre du comité interministériel de l'évaluation des politiques publiques, dans le cadre de l'évaluation de la gouvernance et de la politique de protection de l'enfance, nous avons travaillé à 3 dans la mesure où le ministère de la Justice, très fortement impliqué, a travaillé avec le secrétariat d'État à la famille, ainsi qu'avec l'Association des départements de France. Et ce travail que nous avons effectué à 3 a produit de la part de la triple équipe qui a réfléchi pendant plusieurs mois un rapport qui nous a été remis en novembre 2014. Et ce rapport présente un certain nombre de recommandations demandant une meilleure lisibilité de la politique elle-même de protection de l'enfance, proposant également un pilotage
collectif et suggérant un renouvellement des pratiques professionnelles. Et nous devons être à vos côtés de façon à ce que ces recommandations qui croisent le plan d'action que Mme Laurence Rossignol vous a présenté longuement hier, avec une centaine de préconisations. Ces recommandations qui croisent donc à la fois le plan d'action du secrétariat d'État à la famille ainsi que les orientations qui ont été diffusées par la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse en septembre 2014, que ces recommandations soient mises en œuvre de la façon la plus efficace possible, en vous incluant, en intégrant ce que vous avez vous-même produit comme expérience et comme réflexion sur ces expériences. Donc, parmi ces recommandations, il y en a qui relèvent directement du ministère de la Justice, parce que nous devons notamment améliorer les éléments liés à l'activité des tribunaux pour enfants, mieux connaître ces éléments de façon à ce qu'ils nourrissent même l'ajustement de la politique de protection de l'enfance et d'accompagnement de l'enfance délinquante. Il y a un certain nombre de recommandations qui mobilisent à la fois le ministère de la Justice et le ministère des Affaires sociales. Cela concerne très directement la gouvernance. Cela concerne aussi les commissions qui sont mises en place pour les situations complexes. Et puis, il y a un certain nombre de dispositions qui sont déjà en train d'être intégrées dans la loi, puisque vous savez, je pense que Mme Rossignol vous en a parlé longuement hier, vous savez qu'un texte de loi, une proposition de loi des sénatrices Meunier et Dini est actuellement en débat au Parlement. Elle est sortie de l'Assemblée nationale et poursuit sa navette, donc sera traitée, examinée au Sénat. Et dans ce texte de loi, nous introduisons déjà un certain nombre de préconisations qui sont contenues dans ces rapports et dans ce plan d'action, et notamment, par exemple, la création d'un Conseil national de protection de l'enfance, mais aussi un certain nombre de dispositions jeunes majeurs. Ce que nous retenons et ce que nous devons améliorer, c'est comment faire en sorte que vous, avec les efforts quotidiens que vous déployez, vous arriviez plus facilement dans un cadre stabilisé et qui vous facilite les choses, qui vous accompagne, qui accompagne vos initiatives plutôt que de les entraver, que vous arriviez autour du projet pour l'enfant à faire en sorte que les actions diverses des différents intervenants s'articulent, s'additionnent et servent directement à l'enfant. Je parlais tout à l'heure de la nécessité d'associer les parents. Il est essentiel, effectivement, que les parents, quelles que soient leurs difficultés, quelle que soit la part qu'ils puissent avoir éventuellement dans les difficultés des enfants, que les parents soient associés, sauf évidemment s'ils constituent un danger pour ces enfants. Donc il y a toutes ces améliorations à apporter de façon à ce que nous avons compris, ce que vous avez compris depuis très longtemps, et qui consiste à réaliser, et qui est aussi d'ailleurs très très apparent dans le film d'Emmanuel Berco, c'est qu'il faut avoir le courage de prendre en charge un enfant, un mineur, le prendre en charge dans le cadre d'un parcours. Le parcours est un vrai choix politique, au sens le plus noble de la politique, c'est-à-dire comment l'action que nous conduisons au titre de la cité améliore la vie dans la cité. Et il faut effectivement que nous soyons en capacité de prendre en charge et d'assurer le suivi. Là, un suivi d'une dizaine d'années dans ce film, ça n'est pas extravagant, vous le savez parfaitement, ça n'est pas extravagant. Il vous arrive de suivre longuement des jeunes qui peuvent disparaître d'ailleurs des radars, réapparaître quelque temps après, parce que la sortie du parcours, soit du parcours de danger, soit du parcours de délinquance est difficile. Il est souvent en dents de scie. Donc vous savez que le temps est nécessaire. Le temps est nécessaire. Et ce film le montre de façon magistrale. Le temps est indispensable. Et les pressions qui consistent souvent dans la précipitation de l'actualité, du sensationnalisme, des raccourcis, de la démagogie électoraliste, la pression qui consiste à dire il faut faire très vite n'est absolument pas réaliste. Et il faut qu'on vous dégage de cette pression-là, parce que nous savons que vous avez besoin de temps. Et dans la logique du parcours, il y a une situation particulière que vous connaissez, c'est celle du couperet de la majorité. C'est celle de ces adolescents qui vont devenir adultes. Et pour ma part, j'en ai rencontré qui sont habités par une véritable angoisse à quelques mois de leur 18e anniversaire.
Et j'ai suffisamment échangé avec des professionnels pour savoir que vous savez à quel point, d'une certaine façon, on fait violence, y compris à votre travail. C'est une violence vis-à-vis de l'adolescent qu'au 18e anniversaire, tout doit s'arrêter. C'est une violence aussi à votre travail, parce qu'il est à la fois absurde et dangereux de mettre un terme à un projet, à un programme, à un accompagnement qui devrait s'arrêter brutalement le jour du 18e anniversaire, alors qu'il faut 4 mois de plus, 6 mois de plus, 1 an de plus, parfois même un peu plus, et qu'il faudrait arriver à dégager à la fois le temps et les moyens pour que vous puissiez accompagner ce jeune jusqu'à ce qu'il ait reconquis son autonomie et qu'il puisse continuer à avancer ensemble. Nous avons conscience de cette angoisse et de cette inquiétude. Vous connaissez tous le décret de 1975, de février 1975 sur la prise en charge des jeunes majeurs. Vous connaissez aussi malheureusement les circulaires de 2005 et de 2008 pour éviter justement la prise en charge des jeunes majeurs. Le décret a juridiquement une force supérieure aux circulaires. Le décret n'est pas et ne sera pas abrogé. Il faut par contre que nous trouvions les moyens de faire en sorte que budgétairement nous puissions répondre aux demandes, aux besoins que vous formulez sur la continuité du parcours des futurs majeurs et donc des jeunes majeurs, et sur l'articulation entre l'intervention de la protection judiciaire de la jeunesse et vos interventions, vous, professionnels, qui relevez parfois des conseils départementaux ou qui relevez d'autres institutions. L'articulation, puisque la loi de 2007 a bien séparé ces interventions, mais c'est ensemble qu'il faut faire en sorte que cette prise en charge des jeunes majeurs soit assurée. Alors nous avons commencé à introduire, grâce justement à vos réflexions, à des travaux comme vos rencontres annuelles, vos assises, nous avons commencé à introduire des éléments qui permettent, qui facilitent la prise en charge. Par exemple, dans la proposition de loi que j'évoquais tout à l'heure, nous introduisons, et probablement que Mme Rossignol vous en a parlé d'ailleurs, la préparation 1 an au moins avant la majorité, la préparation donc de ce temps de majorité, de cette arrivée de la majorité à tous les niveaux, par un travail transversal qui traite de l'éducation, bien entendu, mais aussi de la santé, la formation professionnelle, parce qu'ils sont souvent à cet âge-là, le logement aussi, répondre à toutes ces questions à caractère social, économique, auxquels ces jeunes seront confrontés. Donc c'est une préparation qui doit se faire très en amont et 1 année avant, c'est le minimum. Donc ce sera introduit dans la loi. Ce qui est introduit également, c'est l'accompagnement de ces jeunes, y compris lorsqu'ils deviennent majeurs, au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire ou jusqu'à la fin de l'année universitaire lorsque c'est le cas. Le fait, lorsqu'ils sont en placement, de réserver la prime de rentrée scolaire qui est confiée à la Caisse de dépôt et consignation, de la réserver pour qu'à leur majorité, ils puissent en disposer comme point de démarrage, mais c'est souvent très modeste. Et puis surtout la nécessité, aussi bien pour les conseils départementaux que pour les préfets, de signer des protocoles avec tous les autres partenaires pour ce travail transversal, de façon à ce que la prise en charge soit la plus globale et la plus complète possible. Donc ce sont quelques éléments, quelques dispositions qui vont changer les méthodes de travail, qui vont changer les relations interinstitutionnelles, les relations partenariales, et qui vont faciliter la prise en charge collective, globale et solidaire des jeunes qui vous sont confiés. Tout cela toujours autour du projet, tout cela en associant les parents chaque fois que c'est possible, tout cela en faisant en sorte que l'objectif soit de permettre aux jeunes d'accéder à son autonomie. Nous allons veiller, au niveau du ministère de la Justice, à ce que le rôle que nous jouions soit de mieux en mieux compris et qu'il s'effectue de plus en plus en amont, en respectant les dispositions législatives, mais en les respectant au sens élevé du terme, à savoir les respecter pour les féconder de façon à les rendre les plus utiles et les plus efficaces possibles. Je vais pour ma part veiller à ce que le Conseil national de protection de l'enfance, qui sera créé par cette proposition de loi et qui sera placé auprès du Premier ministre, que ce Conseil national
que le ministère de la Justice joue un rôle important et très très actif dans ce Conseil national. Mais sur le plan local, parce que vous intervenez, vous, sur le plan local, ce qu'il nous faut améliorer encore, c'est vraiment la transversalité de la prise en charge. Faire en sorte que cette prise en charge qui est pluridisciplinaire, parce que vous êtes différents, spécialisés avec des compétences dans des métiers différents, que cette prise en charge disciplinaire non seulement soit favorisée, mais qu'elle donne lieu aussi à une dynamique interdisciplinaire, c'est-à-dire que l'échange soit le plus facile, le plus fluide possible, de façon à ce que le travail de chacun d'entre vous soit à la fois valorisé et fécondé, fertilisé par l'intervention des autres. Ce travail est absolument indispensable et nous allons veiller au niveau du ministère de la Justice de plus en plus fortement à ce qu'il soit non seulement possible, mais à ce qu'il soit rendu plus facile. Par ailleurs, évidemment, nous savons qu'il faut connaître et mesurer pour agir de façon efficace. Et nous avons prévu, c'est aussi une disposition du texte de loi, nous avons prévu que les statistiques dont nous pouvons disposer, que nous allons améliorer encore, que ces statistiques, une fois anonymisées, soient transmises à l'ONED, à l'Observatoire national de l'enfance en danger, qui va devenir d'ailleurs l'ONPE, de la protection de l'enfance, lui transmet de façon à ce qu'il y ait un traitement de ces statistiques, aussi bien dans la prise en charge civile que dans la prise en charge pénale, pour qu'à partir de ces éléments objectifs, nous puissions ajuster mieux encore la politique d'intervention auprès des jeunes. Sécuriser le parcours, assurer la continuité de la prise en charge, cela veut dire regarder des situations un petit peu particulières. Il y a des situations qui ne sont pas fréquentes, mais qui sont délicates et qui appellent un certain nombre de réponses. Nous avons été placés devant la difficulté du manque de statut d'enfants qui sont placés à long terme, mais qui sont exposés à une reconduite incertaine, régulière, fréquente du placement. Nous savons qu'il faut adapter le statut de ces enfants. Je le dis avec beaucoup de précaution parce que vous savez mieux que personne comment dans le temps, il y a eu une période où on a considéré que dès qu'un enfant était en danger, la première chose à faire, et définitivement, c'était de l'arracher à sa famille. Ensuite, il y a eu une autre période où on a complètement donné un autre coup de gouvernail et où on a considéré qu'il fallait aussi souvent que possible éviter de l'arracher à la famille. La bonne solution, elle est tout simplement dans le discernement. Elle est dans le discernement. Je ne crois pas qu'il y ait de règles systématiques qui vaillent. Je crois qu'il y a la confiance à faire aux professionnels pour qu'ils perçoivent, à la fois avec leurs compétences objectives, mais aussi avec leur sensibilité, avec ce que disait Emmanuel tout à l'heure, à la fois leur professionnalisme et leur engagement, parce que vous n'êtes pas dans ces métiers-là, vous n'exercez pas ces métiers-là, comme on fait d'autres jobs, je ne veux pas en citer parce qu'on ne sait pas. Il suffit que j'en dise un, et puis vous avez quelqu'un dans votre famille qui exerce ce métier-là, que vous aimez beaucoup, et puis moi, vous allez me détester. Donc, bon, en tout cas, ces métiers-là, vous les exercez, parce que vous les avez choisis, et parce que vous avez choisi d'y rester malgré les difficultés, et elles sont colossales, malgré l'ingratitude, et elle est éprouvante, malgré toutes les difficultés du quotidien, mais aussi malgré l'exaspération qui peut naître de l'attitude de ces enfants qu'on s'obstine à protéger. Malgré tout cela, vous êtes là, vous tenez bon. Par conséquent, nous devons comprendre qu'il faut vous faire confiance pour savoir ce qui est mieux pour l'enfant que vous avez en charge par rapport à la situation, au moment où cela survient, par rapport à la vie de la famille, au rapport des parents avec les enfants. Vous êtes vraiment les mieux placés pour savoir ce qu'il convient de faire. Donc il nous faut créer les conditions pour que ce discernement soit le facteur déterminant de la décision à prendre. Par conséquent, plutôt que la facilité qui consistait à dire on enlève directement l'autorité parentale, ou celle qui consiste à dire on reproduit tous les ans, par exemple, la décision de placement, plutôt que tout cela,
nous allons adapter la réponse au fur et à mesure de la situation, parce que c'est ça la condition de succès. Et l'adapter, ça veut dire que la justice elle-même se mette en capacité d'apporter les meilleures réponses. Lorsque la meilleure réponse peut être apportée par le juge des enfants, c'est le juge des enfants qui doit le faire. Lorsqu'on englobe la famille et qu'il faut arriver à construire ensemble, eh bien, le juge aux affaires familiales doit prendre le relais. Et lorsqu'il y a parfois une décision difficile à prendre, éventuellement le retrait de l'autorité parentale, eh bien, la chambre de la famille doit s'impliquer. Donc il faut que les institutions elles-mêmes s'adaptent aux situations sur la base des analyses fines et subtiles que vous êtes en mesure de nous mettre à disposition. Et puis, il y a le cas particulier, évidemment, de l'enfance délinquante. Je disais que l'enfance en danger, c'est de l'enfance délinquante. On le sait depuis très longtemps. C'est déjà dans l'exposé des motifs de l'ordonnance de 1945. Dans cet exposé des motifs, il est dit qu'il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l'enfance. Et parmi ceux-ci, donc parmi les problèmes de la protection de l'enfance, parmi ceux-ci, ceux qui ont trait à l'enfance traduite en justice. Donc, on sait depuis 1945, avant même la fin de la guerre, dans une société où les enfants, les adolescents sont très largement livrés à eux-mêmes, où ils vivent d'expédients, où ils se livrent toute la journée à des actes de délinquance, évidemment au vol de nécessité, mais également à divers actes comme se livreraient tous les enfants qu'on lâcherait dans la rue, sans référent parental, sans famille, parfois sans abri. Et même à cette époque-là, nous avons une ordonnance qui dit qu'il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l'enfance, et parmi ceux-ci, ceux qui ont trait à l'enfance traduite en justice. Est-ce qu'aujourd'hui, nous serions moins en capacité de considérer que nous avons un devoir de protection envers les enfants, aussi bien les enfants en danger que les enfants qui se livrent à des actes de délinquance? Parce que ce sont des enfants, parce qu'ils restent des enfants. Il faut regarder les choses en face. Nous regardons les choses en face, nous les mesurons. Nous savons que la délinquance des enfants concerne à peu près 3,5% d'une classe d'âge. Les 10-18 ans, à concurrence de 3,5%, ils ont affaire à un tribunal. Nous savons aussi qu'ils sont responsables de 9,5% des infractions. 43% de ces infractions sont des atteintes aux biens sans violence. 14% concernent l'usage ou la détention de stupéfiants. Néanmoins, un tiers sont des infractions violentes. Nous regardons ça en face. Nous regardons ça en face. Il n'y a pas lieu de suspecter la totalité d'une génération, puisque nous savons que 3,5% d'une génération se retrouvent devant la justice, devant les tribunaux, et pas forcément pour des actes graves. Nous savons que la plupart de ces actes contestables qui méritent des sanctions sont des violences aux biens, sont des atteintes aux biens sans violence. Nous savons aussi depuis plus d'une dizaine d'années que la délinquance des mineurs n'augmente pas. Mais nous savons aussi qu'une partie de ces mineurs risque de s'ancrer dans la délinquance. Mais par-dessus tout cela, nous savons que chaque enfant compte. Chaque enfant. Et qu'à la limite, presque peu importe le nombre. Mais chacune, chacun qui se trouve en face de vous, qui est placé sous votre responsabilité, chacune, chacun compte. Et il est gratifiant pour chacune, chacun d'entre nous de le conduire sur le chemin de sa responsabilité. C'est pour ça que nous regardons la mesure des choses. Mais cette mesure des choses ne doit pas nous tétaniser. Elle ne doit pas non plus nous déresponsabiliser. Lorsque les choses ne sont pas graves, lorsque l'on constate que la délinquance ne s'aggrave pas, qu'elle n'augmente pas, nous ne devons pas baisser la garde. Justement parce que chacune, chacun compte. Et que même si nous arrivons non seulement à l'empêcher d'augmenter, mais à la faire décroître, nous devons continuer avec grande vigilance à travailler et à relever chacune, chacun de ceux qui peuvent être placés sous notre responsabilité. Mais nous n'allons pas nous laisser tétaniser non plus par celles et ceux qui ont décidé d'avoir peur de tout, d'avoir peur de leur ombre, d'avoir peur de l'avenir, d'avoir peur des enfants de leur pays. Nous n'allons pas nous laisser tétaniser par cela, parce que ces enfants-là sont nos enfants.
Et même lorsqu'il nous faut la plus grande sévérité à leur égard, ils restent nos enfants. Même lorsque nous avons nous-mêmes nos coups de désespoir et nos coups de blues, parce que franchement, ils sont exaspérants. Même dans ces moments-là, ils restent nos enfants. Et renoncer à cela, c'est renoncer à notre propre avenir. Nous ne pouvons pas renoncer à notre propre avenir. Et notre avenir, il a leur visage, il leur ressemble. Donc c'est à nous de le lustrer, c'est à nous de faire en sorte qu'il soit le plus beau possible, ce visage, décidément. Donc ces enfants sont nos enfants. Et nous allons nous tenir bien droit à leur côté, pour les faire avancer. Et c'est pour ça que nous allons conserver l'esprit de l'ordonnance de 1945. Nous entendons beaucoup dire que la société a changé, les jeunes ont changé. Ben oui, heureusement d'ailleurs. Oui, la société a changé. Et les jeunes aussi ont changé. Mais ce qui a changé aussi, c'est que les exclusions sont de plus en plus massives. Elles sont aussi de plus en plus concentrées. Que les injustices sociales aussi sont de plus en plus graves, que l'empilement des difficultés, des exclusions, des ruptures, cet empilement-là aussi est de plus en plus concentré sur certaines catégories et dans certains territoires. Et nous devons être présents là, faire en sorte qu'il n'y ait pas cette fracture entre une jeunesse qui a l'habitude des codes de la société, pour laquelle ces codes-là sont extrêmement familiers, qui sait comment entrer dans les circuits, aller à l'école, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. La puissance publique met en place des réponses éducatives, universitaires, de formation, de grandes écoles, elle met des bourses, elle met tout cela en place pour que la jeunesse du pays en profite. Et il est bien que la jeunesse du pays en profite. Mais nous ne devons pas détourner le regard de ceux qui ne savent pas, parce que cet univers-là leur est trop éloigné, qui n'en connaissent pas le code, qui ne savent pas le pénétrer, et qu'il y a des lieux, des territoires, aussi bien périphériques que des territoires ruraux, où les jeunes sont tellement éloignés de tout cela, y compris d'ailleurs géographiquement. Il y a des territoires où la mobilité physique, le fait de sortir du territoire est compliqué parce que les transports en commun sont rares, qu'ils ne sont pas réguliers, que tout est difficile, Il y a des lieux comme ça. Donc ça n'atténue pas la responsabilité individuelle. Lorsqu'un jeune commet un acte, il doit répondre de cet acte. Mais ça n'exonère pas la puissance publique des manquements de politique publique qui font que dans certaines parties du territoire, il y a un taux d'illettrisme plus élevé, qu'il y a un taux d'addiction à l'alcool plus élevé, qu'il y a une rupture plus fréquente et plus ordinaire. Ça n'exonère pas la puissance publique des insuffisances qui font qu'il y a des concentrations de difficultés à certains endroits. Donc responsabiliser les jeunes, oui, c'est une ambition de la politique de prise en charge de la jeunesse. Ne pas les abandonner à eux-mêmes, leur ouvrir un chemin, avoir donc une justice qui soit spécialisée pour la jeunesse, qui prenne des décisions individualisées, qui assume très clairement la primauté de l'éducatif, c'est-à-dire que même dans les sanctions, il faut qu'il y ait une dimension éducative, qui responsabilise les jeunes et leur permet de se retrouver, de se prendre en charge, de se respecter, de retrouver de l'estime de soi, de respecter les autres, de respecter les règles, de respecter la société, de respecter les victimes. C'est un apprentissage et parfois c'est à vous qu'il incombe d'assurer cet apprentissage à la jeunesse, pour ne pas la laisser pousser comme ça, comme de la mauvaise herbe qui envahit tout, qui égratigne tout, qui défait tout et qui surtout se détruit elle-même. C'est à vous qu'il incombe de le faire et c'est la grandeur de vos missions au quotidien, même s'il y a rarement quelqu'un pour venir vous le dire. Nous allons donc au niveau de la justice agir pour ces enfants qui sont sous notre responsabilité, ceux qui commettent des actes de délinquance, mais ceux qui sont en danger aussi. Nous allons le faire, et nous allons le faire avec détermination parce que nous savons que vous êtes là. Nous savons que vous savez percevoir les fragilités sur ces enfants, y compris lorsqu'ils jouent au matamor.
Parmi ceux qui craignaient d'atteindre leur majorité et donc de constater l'interruption du projet dans lequel ils étaient impliqués avec leurs éducateurs, j'en ai vu des malabars, des grands massifs qui me regardaient comme ça pour me parler, pour me dire « je serai majeur dans 4 mois, tout va s'arrêter, qu'est-ce que vous pouvez faire ?» Des grands malabars, des tas de muscles fragiles. C'est ça que parfois on a entre nos mains. Et vous savez combien pour cette jeunesse-là, il peut y avoir une désespérance incommensurable. On le sait, y compris chez la jeunesse qui ne donne pas de signes. On connaît le taux de suicide chez les adolescents. On connaît la vulnérabilité de ces adolescents que les réseaux sociaux insultent, humilient. On sait que la jeunesse a ces fragilités-là. Elles sont intrinsèques, elles sont liées à cette période de la vie de troubles, d'interrogation sur soi-même, de désarroi parfois absolu. On le sait. On le sait. On sait que, ne percevant pas l'horizon, ils peuvent se demander s'ils sont perdus. Jacques Prévert dit, sans doute pour résumer ce genre de situation, que quand la vie est une cage, chaque jour est une larme. Vous faites en sorte que même lorsque ces adolescents ont le sentiment que la vie est une cage, vous faites en sorte que chaque jour ne soit pas une larme. Et vous le faites ensemble, parce que vous travaillez ensemble, et que nous allons faire en sorte que vous puissiez de plus en plus travailler ensemble et travailler mieux ensemble. Et Jacques Prévert aussi, quand la vie est un collier, chaque jour est une perle. Vous, vous êtes un collier solidaire. Ça, c'est un extrait d'un poème qui s'appelle Fatras. Fatras. Et qu'est-ce que la vie sinon un fatras? Un fatras de succès et d'échecs, un fatras de désillusions et de belles surprises, un fatras de bonnes et de mauvaises nouvelles, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Et c'est ça que vous faites éclore. Donc merci à vous d'être ce collier solidaire. Merci à chacune, chacun d'entre vous d'être cette perle, puisque quand la vie est un collier, chaque jour est une perle. Vous, vous êtes un collier solidaire et chacune, chacun d'entre vous est une perle. Et mieux encore, chacune, chacun d'entre vous, c'est percevoir chez ces jeunes, chez ces enfants, dans le fond de leur cœur, peut-être, sans doute, souvent en tout cas, une perle qui ne demande qu'à être libérée pour briller. Merci. Merci. Merci Madame la Ministre pour ces mots. Merci d'avoir accepté de conclure ces assises avec, au fond, une reconnaissance et un hommage à chacun des professionnels présents et aussi à tous ceux qui n'ont pas pu venir. Et vous savez notre attachement pour finir ces assises avec les enfants. Et cette fois-ci, c'est avec des enfants d'un collège qui vont permettre de symboliser quelque chose que nous portons, qui est le lien avec l'école. Parce que, et Madame la Ministre l'a rappelé, il faut tout un quartier pour éduquer un enfant, pour l'accompagner dans sa volonté de grandir, pour ouvrir son avenir, mais aussi ouvrir notre avenir. Et que la protection de l'enfance, c'est aussi l'affaire de tous, ça a été redit à plusieurs reprises. Je voudrais aussi évoquer, bien sûr, les actes des assises qui seront produits, qui permettront de retracer l'essentiel des interventions et des questions que vous avez pu poser, et un engagement que je peux prendre aujourd'hui, que les 9e assises
se poseront davantage sur les questions et les débats avec chacun d'entre vous, davantage de place. Et bien sûr, des remerciements infinis à tous ceux qui ont permis ces assises, bien sûr le département d'Ille-et-Vilaine qui nous a accueillis, mais aussi les départements de Côte-d'Armor, du Finistère et du Morbihan, sans qui on n'aurait pas pu construire ces assises, ces 8e assises de la protection de l'enfance, l'ensemble de nos partenaires, ceux aussi qui nous soutiennent fidèlement, bien sûr l'équipe du Journal de l'Action sociale et mes collaborateurs de l'Audace, et enfin merci à chacun d'entre vous et j'espère à très bientôt. Caporal et seront bientôt général. Nous sommes déjà caporal et serons bientôt général. Ma mère, si je meurs en combattant, je vous enverrai ce vieux ruban. Ma mère, si je meurs en combattant, je vous enverrai ce vieux ruban. Et vous le foutrez à votre chapiot en souvenir du Gapelot. Et vous le foutrez à votre chapiot en souvenir du Gapelot.
Un grand merci à vous tous. Vraiment, c'est un plaisir. On vous donne rendez-vous l'année prochaine pour de plus beaux moments encore. Merci. Rentrez bien.